Les partis politiques ne peuvent pas tout. Quelques mois d'une campagne électorale faussée, escamotée, presque volée, ne permettent pas d'éveiller les consciences de la majorité des Français, quels que soient les dévouements, les engagements, les mobilisations militantes. Les hommes politiques ne peuvent pas tout. La présidentielle a apporté la preuve qu'il n'y a aucune victoire électorale possible ou envisageable sans mener jour après jour le nécessaire combat culturel et de lutter contre l'emprise du parti des médias sur les opinions publiques. En 2022 comme en 2017, ce sont les vecteurs officiels de l'information qui ont choisi le candidat vainqueur à l'Élysée. Le parti des médias règne donc encore en maître. Avec votre aide, plus pour longtemps. Il faut donc réduire le parti des médias aux mains de la bien-pensance, des oligarques ou de l'État, en renforçant une presse alternative vraiment indépendante et totalement libre. Depuis 8 ans, TV Liberté mène ce travail incessant avec succès. Mais imaginez un instant que TVL atteigne la taille d'un BFM, d'un TF1 ou de France 2. Le scandale d'état de la gestion sanitaire aurait fait la une et aurait livré son lot de mensonges éhontés. Imaginez. Le scandale d'état McKinsey aurait fait la une et aurait été pleinement connu des Français avant qu'ils se prononcent dans les urnes. Imaginez. Pour mettre TV Liberté au sommet donc de l'information, pour que TV Liberté touche donc tous les Français, il est nécessaire que les donateurs et les téléspectateurs ne relâchent pas leurs efforts. Nous les sollicitons à nouveau aujourd'hui. Notre appel aux dons doit permettre d'amplifier l'action de TV Liberté, d'équilibrer notre budget annuel, de prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et surtout de soutenir les actions de développement des prochaines semaines. La priorité est en effet la refonte complète de notre site internet. Il s'agit de le rendre plus attractif, plus intuitif, plus ergonomique, mais aussi et surtout plus sécurisé. Un vaste travail de sécurisation pour prévenir des attaques que nous subissons. Le site internet de TV Liberté est, vous l'avez bien compris, le gage de la diffusion et du rayonnement de nos programmes. Les censures, la dernière en date de Google YouTube, remonte à peine quelques jours de bannissement en interdiction. Le développement de notre site internet est donc un élément vital de notre développement et à ce projet s'ajoutera aussi d'ailleurs la création de nouvelles applications mobiles et l'arrivée d'applications TV. Notre mission est claire, nos objectifs sont tracés, participer à la grande aventure de la presse alternative en nous soutenant financièrement. Imaginez un instant que TVL ait la puissance de France 2, TF1 ou BFM. Aidez-nous par un don utile contre le parti des médias. Contre ce parti des médias, prenez le parti des libertés. Aidez TV Liberté. Chers amis téléspectateurs de l'émission Synthèse sur Télé Liberté, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission avec, bien sûr, mes complices habituels, Philippe Randa. Bonjour Philippe. Bonjour Roland. Le professeur. Bonjour Roland. Bonjour monsieur le professeur. Et puis, comme invité, Robert Paturel. Bonjour. Bonjour Robert Paturel. Robert Paturel, vous êtes... Là, on va vous respecter, hein, parce que vous êtes ancien champion de France et champion d'Europe de boxe française. Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Puis vous êtes tenu là derrière le voilà, je peux pas bouger. Donc si on dit une bêtise, vous ne nous taperez pas dessus. Mais vous êtes, c'est pas uniquement pour cela que vous êtes là. Vous avez été surtout l'un des fondateurs, des formateurs surtout, du RAID.
Donc cette unité de la police française, la police nationale, qui est appelée bien souvent à régler des problèmes graves, en particulier des actes de terrorisme ou des choses comme ça. Et vous avez été entraîneur pour sportif, pour les gens du RAID, aussi du GIGN aussi, je crois. Non, du RAID. Non, du RAID, uniquement du RAID, d'accord. Et donc vous avez le GIPN plutôt. C'était ça. GIPN, oui. C'est ce qu'il y avait avant le RAID, oui, c'est pour ça. Voilà. Et donc vous avez entraîné tout ce monde, et vous avez surtout été négociateur avec des gens peut-être pas vraiment recommandables. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière chaque malfaisant, mais enfin quand même, il y a eu quand même des cas. C'était pas forcément des gens qui n'étaient pas recommandables. Assez souvent, historiques. Quelquefois des gens qui étaient en crise. Qui étaient en crise, oui, bien sûr, on ne sait jamais ce qu'il y a. On sait jamais. Malades ou qui étaient des envies de suicide ou des choses comme ça, quoi. C'est pas forcément des bandits, quoi. Alors on va parler de tout ça. On va parler de tout ça dans le détail. Vous allez nous raconter un certain nombre de vos aventures. Je dis ça d'une manière pourrait sembler légère, parce que c'est quand même eu des vies qui ont été. Vous avez le RAID a sauvé de nombreuses vies, et parfois il a été critiqué par des gens qu'on aurait bien aimé voir à leur place, et qui auraient certainement été moins performants en tout cas. Et vous avez écrit un livre récemment, un livre qui s'appelle Mémoire du RAID, édité aux excellentes éditions de Alpha. Merci mon bon Roland. Qu'on n'aura jamais assez de compliments pour cette bonne maison d'édition. Les éditions de Alpha, donc Mémoire du RAID de Robert Paturel, préface de François Santini, ancien commandant de police et au RAID. Alors en fait, pour être précis, alors, Philippe, puisque vous êtes éditeur, j'ai réédité ce livre qui était paru d'abord aux éditions de l'Atelier Folfer. Exactement. Donc, comme j'ai repris ces éditions, les livres épuisés, je m'étais engagé effectivement à les rééditer. Donc c'était un engagement qui était plaisant. Vous avez fait même le RAID à l'épreuve du feu, qui est un roman, alors que lui, j'ai bien lu en détail, mais c'est un roman, en fait, même si effectivement l'histoire est un peu inventée, ça donne un peu toute l'explication sur comment ça se passe avec le RAID. Oui. Là, on va en parler, parce que le RAID, en fait, les gens s'imaginent toujours que le RAID, c'est avant qu'il donne l'assaut ou pendant l'assaut, mais le RAID fait plein d'autres choses avant, après. Et surtout, pour qu'il donne l'assaut de façon efficace, il faut qu'il soit hyper entraîné. Et ça a été globalement votre rôle principal au RAID. Oui, l'entraînement des hommes. Une grosse partie du temps est faite de la préparation, des exercices qui se rapprochent le plus possible des situations réelles qu'on a vécues. Mais à chaque fois, on tombe sur des situations qu'on n'a pas prévues. À chaque fois, il y a un petit détail qui n'était pas forcément prévu. Et donc, quand on revient au service, on va retravailler sur ce petit détail qui nous a échappé peut-être à un moment. Vous nous expliquiez que vous étiez entraîneur, mais que vous aviez demandé à être sur le terrain au moment des opérations, oui, avec tout le monde, avec tous les hommes du RAID, ne serait-ce que pour montrer votre présence aussi au feu, mais également pour pouvoir juger des nouvelles situations et pouvoir faire ce qu'on appelle des débriefings. Oui, c'est-à-dire qu'au début, à la création, comme j'entraînais déjà la BRI et puis que je faisais partie de la brigade anticommando avec eux. La BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention. D'accord, nos téléspectateurs. L'équipe à M. Broussard. Voilà, c'est ça. Et quand ils étaient venus me chercher à la compagnie sportive pour les entraîner en boxe, et comme j'ai trouvé l'équipe sympa et que j'ai demandé à faire partie de la BAC, et donc j'ai été adopté par la BAC. Et c'était sur mon temps libre en plus, parce que j'étais détaché quasiment pour le sport, pour être champion. Et puis, quand il y a la création du RAID, automatiquement, j'étais sollicité, mais à l'époque, je ne pouvais pas, parce que j'étais très pris par mes activités sportives. Je continuais encore à boxer. Et quand j'ai rejoint le RAID en 88, on m'a dit, tiens, ce serait bien, donc tu vas t'occuper de la formation, tu vas t'occuper de l'entraînement, tu vas t'occuper de ci et de ça. Et puis j'ai dit, mais oui, et puis quoi? Déjà, tu auras pas mal de boulot. Je dis, oui, mais si je reste à part pour entraîner les gens, je suis pas crédible, quoi. Si je vais pas sur le terrain avec eux, oui, mais comment on va faire? On fait une équipe. Là, on a fait une équipe de plusieurs personnes, et la cellule négociation, la cellule formation faisait partie de l'intervention, quoi. À moins de servir, nul ne peut commander. Voilà. Mais alors, vous avez cité plusieurs services de police. Quid de cette fameuse guerre des polices?
Ça existe vraiment? Pas vraiment. Il y a vraiment une rivalité entre les services? On se chatouille un peu comme ça, mais même avec le GIGN. Moi, j'ai de très bons rapports avec le GIGN. Ce sont les gendarmes, c'est l'équivalent du RAID chez les gendarmes. C'est les gendarmes. J'étais reçu par eux. Moi, je vois pas d'animosité vraiment. Et surtout, vous êtes amené à faire des opérations. On est amené de plus en plus à travailler ensemble, en plus. Donc, non, c'est des. On se taquine. Alors, mais en fait, le RAID date de 1985. Mais alors, avant les opérations de choc, qui est-ce qui faisait la BAC. La BAC pour la région, pour Paris et la région parisienne, c'était la BAC, mais quelquefois la BAC intervenait même en Corse. BAC, brigade anticriminalité. Anti-commando. Anti-commando, d'accord. Mais qui avait un entraînement, sinon... Tous les lundis, on avait un entraînement tir et sport de combat. Oui, déjà pour les opérations voilà. très où on mélangeait déjà les moniteurs de sport avec les moniteurs de sport un peu encadrés, les gens de la PJ qui n'étaient pas forcément des sportifs de haut niveau, quoi. Donc c'était dans une bonne ambiance et puis voilà, quoi. Et en fait, quelles sont les opérations sur lesquelles vous intervenez, que le RAID intervient? Un peu tout. Bon, le terrorisme, bien sûr. Le terrorisme, on a fait beaucoup de filatures, notamment dans les années, j'allais dire 1995. À partir de 90, des années 90, on a fait beaucoup de filatures. Après, on avait un groupe qui s'appelait groupe surveillance et filature, qui n'existe plus. On a transféré tout ça au GRI, au groupe de recherche et d'investigation, là. C'est pour ce groupe que d'ailleurs que vous recrutiez des femmes. C'est pour ce groupe qu'on recrutait des femmes, parce que les femmes, on estimait qu'un couple passait mieux que deux hommes dans une voiture quand il y avait une filature, que ça passait beaucoup mieux. Quelquefois même deux femmes, ça passait encore beaucoup mieux, quoi. Et puis ces femmes ont été recrutées. Je me suis chargé, moi, j'étais chargé du recrutement notamment de ces femmes. Et on m'avait surnommé Charlie et ses dames à l'époque. Et je peux dire que le recrutement avait été solide. On avait vraiment recruté 6 femmes vraiment solides à l'époque. Des guerrières, des sportives, des filles intelligentes, des filles vraiment des top, ouais. Des top, quoi. Et puis ça a été dissous, donc on les a dispatchés un peu dans différents services. Pourquoi ça a été dissous ? Parce que le service est parti, ce service-là a été dissous. D'accord. Le groupe de surveillance et filature. Là, ça a été repris par les anciens RG et compagnie, quoi. Enfin, des CRG. Et puis, donc les femmes ont été. Il y en a qui sont retrouvées à l'association chez nous. Il y en a qui sont partis à la négociation. Il y en a qui sont partis. Mais on n'a plus de femmes. À l'intervention. On a 2 filles quand même qui sont restées tireurs-fusils, parce que quand on fait des situations, des opérations de protection de personnalité, il y a des tireurs-fusils qui sont là, et il y a 2 filles qui sont encore restées pour le tir-fusil, mais elles ne sont pas en intervention. Elles sont là sur des situations de protection, simplement. Mais, je pensais que je ne vais pas me tromper, mais que les renseignements, vous les aviez plutôt par le contre-espionnage, sur le terrorisme, j'entends, oui. Par le contre-espionnage. Non, par les RG, par la police, la partie police, les renseignements, la partie police. Hein. Et donc on vous appelle quand c'est la situation. Le renseignement intérieur, c'est les RG. Hein. Les anciens RG, quoi. C'est maintenant je me souviens plus du nom exactement. Quand c'est extérieur, oui, c'est l'armée. C'est les services secrets de l'armée, quoi. Alors, je sais que dernièrement, sur un entretien que je vous avais demandé, quel est le fait qui vous a le plus marqué, l'opération qui vous a le plus marqué, et vous aviez répondu que c'était l'opération de la fameuse prise d'otage de Neuilly, de Human Bomb. C'est celle qui a été la plus médiatisée et qui a duré le plus longtemps, surtout. Donc, automatiquement, ça nous a marqué, et surtout, c'est le fait que ce soit des enfants. Alors, je rappelle, c'est une prise d'otage dans une école, une maternelle, je crois. Une école maternelle. La classe est tout petit. Tout petit. La classe est tout petit, donc 4-5 ans. Et Human Bomb, il rentre là. Il y a des explosifs partout, de la dynamite. Il a des explos sur lui. Au départ, on pensait que c'était peut-être factice, mais c'était pas factice du tout. Il y avait 12 bâtons de dynamite. Et on n'a jamais su ses motivations. Dans un sac qu'il a dispersé un peu dans toute la pièce. Et il avait une ceinture sur lui, avec un système de mise à feu qui était invraisemblable,
Un truc hyper compliqué que même les démineurs de chez nous ont dit on n'aurait jamais osé se faire un truc pareil. Mais preuve que c'était un pro des explosifs C'est ou un ancien du génie, oui. du génie, oui, donc Oui. il savait quand même manipuler tout ça. Ouais. Mais on ne sait toujours pas ses motivations, on n'a jamais su. Il y avait 5 psychiatres sur place, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la Parce qu'il motivation. il avait, si je me souviens bien, il avait prémédité son coup. Ah oui, il avait même fait un avertissement, un bombage Non, sur puis l'école. il avait des feuilles dactylographie. Oui, voilà, c'est ça. En tout disant, était, il avait prévu de tel endroit à tel moment. Je sais que vous allez faire ça, vous allez me demander ça, mais moi, si vous faites ça, je fais ça. Et il avait déjà, parce qu'il n'avait pas de machine à écrire sur lui, donc il avait tout préparé au départ. Ouais. Et il anticipait sur ce qu'on allait faire. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui connaissait bien les procédures, comment ça allait Tout se à fait. passer. Quoi. C'était quelqu'un d'intelligent. C'était quelqu'un d'intelligent qui avait l'air posé comme ça. Il y a quand même un moment où le rail est parti de travers, mais il était. C'est Donc, le moins qu'on puisse dire. moi, à la fin, je pense que c'est un gars qui a voulu faire une action d'éclat en parlant enfin, du gouvernement de l'époque, notamment. Il l'a fait à Neuilly parce qu'à Neuilly, il y avait Sarkozy, peut-être. Sarkozy qui était le maire de Le Neuilly maire à de l'époque. Neuilly. Et qui s'est montré assez courageux dans l'opération. Moi, c'est les souvenirs que j'en ai, c'est Oui, qu'il y a oui. en dehors de ceux qui ont été au feu, les gens du RAID, évidemment, Il a osé approcher. il y a Oui. l'institutrice et le maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy, qui ont fait preuve de Et bravoure. la commande des pompiers aussi. la commande des Et la pompiers, commande des ouais. pompiers, Après, oui. après, Comment on dit- Au départ, c'est l'institutrice Madame Dreyfus, je Madame crois, Dreyfus, qui était très courageuse, qui a pris ça sur son dos. Les femmes, en général, sur les interventions, sont très courageuses. On a vu des femmes vraiment fantastiques à tous les niveaux. Et on voit parler, par exemple, dans la rue, quand il y a un gars qui se fait agresser, souvent, c'est des femmes qui viennent au secours du type. Alors, souvent au cinéma, on voit toujours les filles en train de crier, de pleurer. Voilà, on les voit pas intervenir, oui. Et alors que dans la réalité, souvent, sur les situations de crise en guerre, par exemple, les femmes montrent un courage incroyable, surtout quand il s'agit de défendre les enfants. Et voilà. Il y a un instinct. Et vous nous disiez en plus que parmi les enfants, Human Bomb faisait sortir tous ceux qui criaient, qui pleuraient trop fort, qui l'énervaient. Donc sont sortis les uns après les autres, tous les garçons. Et à la sont fin- restés six enfants, 6 filles. 6 filles, ouais. Oui, oui. Dont une qui nous faisait peur, parce qu'elle se moquait de lui sans arrêt. Et quel âge elles avaient pour se moquer? Entre 4-5 ans. Ouais, quoi. c'est 4-5 ans, ouais. Des bébés, quoi. Tout petit. Et quand elle nous faisait peur parce qu'elle lui parlait, elle se moquait de lui sans arrêt, mais à aucun moment il a été violent avec les enfants. Il a toujours été. Bon, à la fin, quand il se fait tuer, on se dit il fallait passer par là. Alors comment, Mais on est-ce que regrette quand même- Vous on pouvez regrette- raconter brièvement comment ça s'est passé là. En fait, Parce que ça a duré 54 heures. 54 heures, oui, de prise d'otage. Et à la fin, il donne des signes de. Il délire, quoi. Il délire, il voit des choses qui ne se passent pas, il voit les feuilles bouger, on sait que vous êtes en train de faire ci, vous êtes en train de faire ça. Et en fait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et puis, on essaie de lui mettre un produit dans le café pour l'endormir encore plus. Et puis, il ne le boit pas. C'est le chef des pompiers qui avait refusé de faire Oui, ça. le médecin des pompiers qui avait refusé de donner un soporifique. Sous le prétexte qu'il pensait qu'il allait être abattu Voilà. et qu'il ne voulait pas être complice Il ne voulait pas être complice de l'exécution. de l'exécution, quoi, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, malgré tout, il s'endort parce qu'il finit par s'endormir parce qu'il avait pris des amphétamines. Les amphétamines, ça produit un effet assez longtemps. C'est quasiment 3 jours qu'il dormait plus. Donc, et il finit quand même par s'assoupir. Donc, la capitaine des pompiers, elle sort puisqu'elle avait le droit. C'est la seule qui avait le droit de rentrer et de sortir. Elle vient dire au patron du raid, il s'est endormi. Alors, il lui dit, le patron, retournez-y. Et si vraiment il a un sommeil profond, vous pensez qu'on peut, on essaiera d'intervenir à ce moment-là. Alors elle retourne dans le truc et le signal, c'était d'enlever sa blouse d'infirmière devant la caméra, puisqu'il y avait une caméra qui avait été demandée par Human Bomb pour que les gens voient bien qu'on ne martyrisait pas les enfants et que ça ne nous donne pas l'occasion d'intervenir, quoi. Ah oui, c'est tout le contraire de ce qu'on voit dans les films où généralement les preneurs d'otages veulent tout masquer, tout cacher, qu'on sache surtout pas ce qui se passe. Lui, il avait masqué les fenêtres et tout ça, avec des dessins d'enfants et tout, mais il voulait une caméra sur les enfants qui était projetée dans la salle où il y avait les parents,
Donc on voit bien que les enfants n'étaient pas maltraités et que ça ne justifiait pas une intervention. Donc il a laissé rentrer des gens pour installer des caméras. Parce que je pense que les caméras n'étaient pas avant qu'il arrive. La caméra, elle est arrivée, je crois, sur un truc mobile qui est arrivé et il a demandé est-ce qu'il y a cette caméra. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans la pièce. Il y a eu un papa qui est venu chercher son fils. Il y a un moment, il a dit stop, maintenant je ne veux plus personne. Et même le patron, il ne pouvait plus rentrer. Donc et elle fait le signal qu'il s'endort vraiment. Donc là, il enlève sa blouse, donc voilà. Vous savez qu'il est en train de dormir. Donc parce qu'il y avait deux groupes d'intervention. Il y en avait un qui était derrière une classe, dans une classe qui donnait dans cette classe-là, il y avait une porte qui était communiquée, puis il y avait celle qui donnait dans le couloir. Donc il y avait deux groupes. Et le groupe du couloir, on leur a dit on va peut-être tenter quelque chose. Donc le patron du RAID, M. Borelgain, vient voir les gars. Il dit il y en a deux qui vont y aller. Le chef du groupe, Daniel Boulanger, dit je suis chef, j'y vais. Celui qui était derrière avec lui, André Duquesnoy, dit je vais avec toi. Et puis ils se déshabillent. C'est assez bizarre de les voir enlever le gilet pour pas faire trop de bruit en rentrant. Ils enlèvent tout ce qui peut faire du bruit, quoi. Mais de toute façon, gilet ou pas, oui, si ça explosait, tout le monde était mort Il y a un moment, on est quasiment 25 dans la pièce. Tout le monde serait mort d'après les spécialistes. Une grande cage en béton comme ça. Et puis, donc Daniel, il vient à bout touchant sur le gars, il voit qu'il dort vraiment. Et là, il attend et d'aider avec lui. Et là, le deuxième groupe qui rentre chercher les enfants, et quand on arrache les enfants, ils se mettent à crier, ce qui fait que HB ouvre les yeux. Et là, Daniel, il dit l'autre, il a la main dans le sac en plus. On ne sait pas s'il a la poire dans la main ou quoi. Et là, Daniel, il dit pas de souci, papa, mais il en met deux. Et il met le pied sur sa main pour pas qu'il déclenche l'appareil. Mais enfin, on ne sait pas trop si. Il avait la main dans le sac. Dans le sac, et le dispositif de mise à feu était dans le sac. Là, les enfants partent. On s'envoie les enfants comme des ballons de rugby. Ça part dans tous les sens. On part d'un côté dans la cour. Les parents viennent de l'autre côté. Enfin, il y a eu un micmac terrible. Ils ont entendu les coups de feu. Les gens, donc, ils ont été paniqués. Puis là, tout va bien. Tout va bien. Et cette petite-là, qui était terrible, moi, je vais voir les gosses dans les bras des parents. Et au physique, je ne l'avais pas vue du tout. Au physique, je me dis, ça doit être elle. Parce qu'elle avait la tête à ça. L'espiègle. Et j'ai dit aux parents, c'est elle qui... Je ne me rappelle plus de son prénom. La maman, elle me dit, oui, c'est elle. Et je dis, ça ne m'étonne pas. Elle nous a bien emmerdés, celle-là. Elle nous a bien emmerdés. Et elle me dit, ça ne m'étonne pas non plus. On était tranquille pendant 2 jours. On plaint son futur mari, quoi. Voilà, et c'est une femme de caractère, ça peut être intéressant. Voilà. Et donc ces enfants-là, on les revoit maintenant de temps en temps au service. Elle ne s'appelait pas Sandrine Rousseau, par hasard. Non. Et ces enfants-là, ils reviennent quand il y a la fête du Rennes. On voit ces enfants-là qui viennent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucun a gardé un mauvais souvenir. Oui, vous disiez qu'ils viennent vous revoir. Des souvenirs enfants. vagues, oui. Ah oui, parce que ça fait longtemps, il doit avoir 30-35 ans. 26, 27 ans, oui. Ils ont quelle année? C'était en 95, 94 96. 96. Bravo. Oui, regardez, vous avez le bouquin, là. Monsieur l'éditeur. J'ai plus l'adresse. Hop là. Les plus anciens se retrouvent. Mais alors, il y a surtout une chose, c'est qu'après ce que vous avez raconté, il y a une chose, moi, qui m'a stupéfait. C'était une question que je vous avais posée. Je me suis dit, on parle souvent une certaine presse, certains magistrats, journalistes attaquent la police, ses bavures et tout. Et je dis, le RAID, on n'y touche pas trop quand même. Ils osent pas. Ils osent, puisque c'est Daniel Boulanger, c'est ça? Oui. Celui qui a abattu Human Bomb parce qu'il avait la main dans le sac avec les détonateurs. Oui. Et vraiment des dynamites partout, qui avait pris en otage cette classe pendant 48 heures. Enfin, 54 heures même. Oui. 8 mars 1995. Voilà, c'est bon, je ne vais pas la chercher. Une certaine presse s'en est pris à lui, traitant d'assassin. C'est ça. C'est-à-dire ils auraient voulu que... C'est pas une certaine presse, c'est le syndicat de la magistrature qui est... Carrément le syndicat de la magistrature. C'est ceux qui avaient le mur des cons. Qui a laissé, entendre qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Ils avaient écrit le tueur patenté du RAID, parce qu'il avait déjà abattu quelqu'un sur une opération à l'époque de la BRI.
sur la prise d'otages qu'il y avait eu à la mosquée de Paris. Et quand même, comment on peut justifier que quelqu'un qui prenne en otage une classe d'enfants... Ben, voilà, ça les regarde, je les laisse avec leur conscience. Voilà. S'ils en ont une. Il y a eu d'autres opérations comme ça, où le RAID est intervenu avec des enfants. Cela dit, je vous interromps juste un instant, moi ça ne me choque pas spécialement qu'on se pose des questions. C'est notamment les journalistes pour dire aux gens comment ça s'est passé, mais un syndicat de magistrats, je veux dire, ils sont quand même les premiers à savoir qu'il y a des enquêtes, que... On peut s'interroger, savoir s'il y avait on est plus éventuellement une autre manière de résoudre... fait partie du RAID que moi, bon, c'est sûr. Mais de la part d'un syndicat de magistrats, c'est un peu un mélange des genres assez surprenant quand même. Le syndicat de la magistrature, il a plus la réputation de donner son avis sur les événements et tout ça, plutôt que s'occuper du bien-être des magistrats. Voilà, le syndicat de la magistrature, c'est une organisation de gauche, voire même d'extrême gauche, et qui est dans une logique bien précise, qui est celle de remettre en question tout ce qui est fait. Voilà, c'est tout. Donc le problème, c'est pas ce que dit le syndicat de la magistrature, c'est que le problème, c'est que le syndicat de la magistrature existe. Oui, c'est à la limite qu'il ait un rôle purement syndical. Mais déjà, les syndicats, pourquoi pas, mais déjà, c'est pas un syndicat comme un autre. Mais là, c'est même pas une position de façon syndicale. Là, c'est une officine de propagande. Il me semble quand même que l'image du RAID est plutôt l'image d'un corps d'élite. Je peux me tromper, mais... Bien sûr, mais on peut se tromper aussi. Hein. Oui, non, il peut toujours y avoir des... Daniel Boulanger a été déplacé, d'ailleurs. Il a quitté le RAID à cette époque-là. Il est parti à la Break de Versailles pendant 2 ans. Donc, il a été quelque part sanctionné. Quelque part, ils l'ont écarté du RAID. Et il est revenu après, puisque l'affaire a été classée sans suite. Il a été reconnu que dès que le gars était rentré dans l'école avec la bombe et une arme, la légitime défense était déjà officiellement retenue. Quoi. Donc il a fallu quand même 2 ans pour qu'on arrive là. Quoi. Hein, alors que quelqu'un de sensé, on lui dit... Par un policier qui risque sa vie pas la question. Et qui sauve des vies et des enfants comme ça... pendant 2 ans, on fait une enquête sur lui, et que ça dure 2 ans. Et pourquoi ça dure 2 ans pour Eh bien, justement, c'est quand un juge vous dit vous avez tiré, vous n'aviez pas le temps de réfléchir, comment ça se fait que vous avez tiré si vite? Monsieur, en une fraction de seconde, mettez-vous à ma place. Bon. Ben là, par exemple, ils mettent 2 ans avant de décider quelque chose. Alors que les faits sont là, quoi. Moi, quelqu'un qui rentre avec une arme et avec des explos dans une école, pour moi, déjà, là, le fait est avéré. Il devrait logiquement perdre tout droit dans la société. C'est un terroriste. Non, mais là, tous les droits que nous, on peut revendiquer, parce qu'il y a quand même une priori. S'il était endormi à côté de son revolver, bon, ce serait plus critiquable. Donc Daniel Boulanger a été réintroduit, remplacé au RAID. Il est devenu d'ailleurs responsable de la formation. Je l'avais comme chef, d'ailleurs, avec grand plaisir, parce que c'était quelqu'un avec qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler. Et voilà, l'affaire réglée sans suite. Mais il est quand même passé par des moments difficiles. Dans un plan de carrière de policier, d'avoir été comme ça pendant 2 ans suspecté et ensuite lavé de tout soupçon et de toute faute professionnelle, ça pose un problème? C'est peut-être un recul au niveau des nominations, au niveau des points. Ça reste presque une tâche. C'est figé pendant 2 ans, quoi. Votre carrière se fige pendant 2 ans. Alors, Robert Paturel, vous avez été amené à participer à régler ce genre d'affaires, des affaires de... Bon, en l'occurrence, en ce qui concerne le HB, on peut pas appeler ça une affaire politique ou quoi que ce soit, c'est des affaires de gens isolés. Mais vous avez été aussi amené à combattre vous opposer à des terroristes, et des terroristes qui, eux, agissent pour une idéologie bien précise, et en l'occurrence l'islam. Et vous avez été donc amené à participer à des opérations. Est-ce que vous auriez quelle est l'opération qui vous a le plus marqué dans ce domaine-là? Parce que là, il y en a eu un certain nombre, je crois. En fait, il y en a eu beaucoup, surtout depuis que j'ai quitté le service. Depuis, ça s'est accentué, ça ne s'arrange pas. Je suis parti en 2007, moi, du service. Donc, ils se sont dit, Robert Paturel est parti, on peut y aller. Voilà, mais je me souviens de journées en filature où déjà, on voyait des repérages sur la Tour Eiffel, on voyait des repérages sur le Louvre, on voyait des repérages sur Notre-Dame. Ouais. On voyait des repérages, on suivait les gens qui faisaient déjà des repérages pour les monuments comme ça, les monuments historiques. Et alors, vous expliquez dans votre livre, notamment dans le RAID à l'épreuve, que les terroristes envoient
des membres à eux pour, Oui. en fait, perdre la police. C'est-à-dire, pour que la police perde son temps à les suivre, qui font des repérages sur n'importe quelle cible. Et pendant ce temps, ceux qui sont dans l'ombre, Les appâts. voilà, ils les envoient comme des appâts, Ouais. mais ceux qui sont dans l'ombre, personne Leur. ne les connaît, et c'est eux qui peuvent, en fait, travailler un peu plus tranquillement. Tout à fait. C'est ce qu'on avait remarqué à l'époque, et on avait remarqué aussi qu'il y a des gens qui sont implantés chez nous depuis des années, des silencieux, et qui sont prêts Des agents à- dormants, comme on dit dans l'espionnage. Des agents dormants, qui sont prêts à être réactivés à tout moment, quoi. Ça, on le sait. Il y en a vraiment, on le sait, Ça il y en a, existe. ça existe. Ouais. Bon, c'est pas inimaginable, évidemment, Voilà. mais c'est Alors, un peu... Ceci dit, on voit toujours les gens un petit peu plus intelligents qu'ils ne sont, pour certains, parce que des gens comme Mohamed Merah, c'est des idiots finis, quoi. Je veux dire, des gens qui font un attentat Il a fait des attentats à Toulouse. Où à Toulouse avec un scooter, volé. Et le lendemain, et après l'attentat, il va voir un marchand de moto, il demande si on peut lui repeindre son scooter en gris, parce que il trouvait que le blanc c'était un peu trop visible. Et l'autre, il percute pas, alors qu'on dit sur toutes les antennes de radio que l'attaque a eu lieu avec un mec en scooter blanc. Et il demande, voilà, il y a des gens C'est qui... même pas un complice, c'est lui qui repeint Non, la non, mobilette. il n'a pas repeint d'ailleurs, mais il a dit qu'il ne pouvait pas faire ça, mais il voulait aussi enlever le traceur, et ça inquiète personne, quoi. Oui, parce que en plus, cette mobilette, il l'avait volée à un légionnaire, je me rappelle, qu'il avait tué. Oui, oui. Il a pris contact avec le légionnaire pour lui acheter sa pétrolette. Ouais. Le légionnaire est arrivé pour lui vendre sa pétrolette. Il tue le légionnaire, il embarque la pétrolette. Et tout Il ça, a tué ça- le légionnaire que pour lui voler Voilà. et tout ça avant d'aller faire son attentat dans une école juive, je crois, Voilà. à Toulouse. Et c'est pas un gars qui est, c'est pas un premier de la classe, quoi. C'est pas un gars qui est très intelligent. On dit qu'il était dirigé. Je sais même pas s'il était dirigé. J'ai toute l'audition, moi, qui a été faite sur lui, et où on l'entend parler avec le négociateur. Il dit qu'il a fait des voyages en Afghanistan, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Il mitonne aussi un petit peu. Oui, quoi. il mythomane. C'est peut-être aussi des pauvres gars totalement à la dérive qui se donnent un but dans leur vie via la religion et via les attentats. Ils se téléchargent sur Internet. Et puis ils deviennent, ils se disent d'un seul coup, bah, c'est moi le. Ils sont même pas téléguidés du Moyen-Orient, ils sont. Pas forcément, non. Je pense que les plus dangereux, c'est ceux qu'on voit pas et dont on n'entend pas parler, quoi, qui préparent des choses. Mais après, c'est au service secret de faire leur boulot. Mais ce genre de type là, que ce soit lui, que ce soit les Kouachi, que ce soit celui qui a été à l'hypercachère, c'est pas des gens d'une intelligence rare non plus, quoi. Koulibaly, non Koulibaly, oui. Alors, on parle évidemment, il y a toujours ceux qui passent à l'acte parce qu'on n'a pas pu les repérer à temps et c'est terrible. Mais il y a aussi tous ceux qu'on désorganise à temps. C'est-à-dire qu'avec les fameuses filatures, on remonte les filières. Mais c'est difficile pour les plans d'en prendre un flagrant délit de quoi tant qu'ils n'ont rien fait. Ben, c'est ça le problème Oui. le droit français, c'est ça. Si on sait qu'ils ont des armes, si on arrive chez eux et qu'ils ont des armes, des explosifs, on peut ça penser pousse à faire des idioties incroyables, parce que même à l'époque de la BRI déjà, à l'époque de Broussard, je me rappelle, quand les gens de la BRI étaient sur des gars, ils savaient que les gars allaient monter au braquage. Ils savaient à quel endroit ils allaient taper la banque. Ils savaient tout. Donc ils attendaient pour que le délit tienne, il fallait qu'ils les prennent en flagrant délit, ou juste après, quand ils étaient partis, et les retrouver avec la voiture et les armes et tout ça, quoi. Mais s'ils les prenaient avant, alors qu'ils ont les masques et les casques et les armes et tout, ils les prennent à ce moment-là, ils vont quasiment pas aller en prison. Parce que ça tient pas. Ils vont juste avoir une détention d'armes. Il n'y a pas début d'exécution. Il faut qu'il y ait un début d'exécution pour que le délit tienne. Donc c'est pour ça qu'ils prenaient des risques incroyables, parce qu'ils attendaient que les gars fassent le braquage. Alors si le braquage terminait mal, qu'il y avait 3 morts dans le braquage, des employés par exemple, ça pouvait leur retomber dessus, quoi. Donc c'était un risque incroyable. Alors qu'on dirait que si on les tape, on a les écoutes comme quoi ils vont taper une banque, on les prend en flagrant délit au moment où ils vont entrer dans la banque, on les stoppe dans la voiture et tout, ça tiendrait pas. Donc faut les laisser faire
le braquage et pour les prendre après, avec tous les risques que ça peut comporter. Voilà, c'est le droit français qui est à revoir, quoi. Ah, comparativement, il y a aussi une aberration, c'est lorsqu'on se défend, il faut se défendre avec une arme égale à celle de son agresseur. Voilà, réciprocité, par rapport à l'attaque. Mais enfin, si quelqu'un vous attaque avec un couteau... maintenant, on peut... Et que vous avez... la seule façon de vous défendre, c'est Si une on vous hache attaque- ou une... Si on vous attaque avec une Kalachnikov, vous n'avez pas forcément une Kalachnikov sur vous. Oui, on n'a pas une Kalachnikov pour se défendre. Beaucoup de gens qui se promènent dans la rue sont Kalachnikov. Oui. Puis les policiers, n'ont pas forcément une arme qui corresponde à ce calibre non plus. Alors maintenant, je vais me faire l'avocat du diable, pourquoi pas. Est-ce que les fameuses bavures policières, Oui. ça peut exister, personne ne va le nier, d'accord. Mais vous en pensez quoi? Globalement, la plupart des scandales qui sont dans la presse, alimentés par le syndicat de la magistrature, entre autres, est-ce qu'ils sont réels ou est-ce qu'on grossit des choses pour des raisons politiques ou de haine de la police? Moi, je vais être clair. Est-ce que les policiers sont efficaces quand même ou maintenant on se retrouve dans une situation où on a l'impression que les trois quarts sont des gens qui ne bougent pas, qui sont là que pour toucher leur paye et surtout pas prendre de risques, et puis quelques débiles qui vont taper sur tout ce qui bouge? Je caricature, je me fais l'avocat du diable. En fait, La situation réelle, elle est quoi? Des mauvais flics, il y en aura toujours, bien sûr. Mais la grande majorité sont quand même des bons flics et qui font bien leur travail. Et une bavure, ça peut arriver à un très bon flic aussi. Ça peut arriver à un très bon flic, un tir, une mauvaise vision, un réflexe. Alors, vous pensez quoi de ce policier qui rentrait chez lui, qui s'est fait agresser dans le RER ou dans je sais plus quel train de banlieue par 4 ou 5 racailles, et qui a pas qui sorti s'est son fait arme. exploser? Ouais. Et le lendemain, tout le monde a salué sa bravoure de ne pas avoir sorti son arme, de n'avoir surtout pas utilisé son arme et de s'être laissé massacrer par les 4 voyous. Vous en pensez quoi? C'est normal, c'est comme ça qu'un flic d'un policier, doit réagir? Mais bon, lui, dans sa tête, il s'est dit, si je sors mon arme et que je tire et que j'en tue un ou deux, ça va me retomber dessus et je vais perdre mon métier et je vais me retrouver en prison et voilà, quoi. Donc il a fait quoi, le dit, choix de se laisser massacrer? Je vais prendre quelques nions et puis on n'en parlera plus. Bon, voilà. Il aura un arrêt de travail, quoi. Il y aura un arrêt de travail, je vais toucher une pension et puis je me souviens pas sur cette affaire. C'est le policier punching ball, quoi. Voilà, je me souviens pas sur cette affaire s'ils ont essayé de lui prendre son arme, mais je me souviens pas. Mais il y a une affaire aussi où il y en a un dans le métro, il s'est fait prendre son arme et il s'est fait tirer dessus aussi. Il se l'est fait prendre, il ne l'a pas donné, il s'est arrivé. prendre, mais... Ah oui, mais écoutez, c'est l'éternel problème. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Donc, quand je vois des policiers on leur met le feu dans la voiture et qu'ils se défendent pas, ça m'horripile aussi un petit peu. Il y a quelques jours, il y a eu une manifestation à la suite d'une affaire à Paris où un policier je me trompe peut-être, a tiré sur deux racailles, il s'enfuyait et on a accablé ce policier après. Il y a donc une manifestation des syndicats de policiers, les syndicats qui défendent là au moins leurs adhérents ou en tout cas les gens qui sont censés défendre. Et le slogan, paraît-il, qu'on a beaucoup entendu, c'est le problème de la police, c'est la justice. Ouais. On est en plein dedans là finalement. Oui. Une certaine justice, une certaine justice. Voilà. Ouais. Quand vous voyez la justice d'ailleurs que la justice le problème. Très objectivement, quand il y a un problème comme ça, vous devez les suivre forcément par intérêt personnel, même si vous n'êtes plus en service. La justice, elle tranche globalement de façon assez juste, ou par lâcheté, par ce qu'on veut, elle accable plutôt la police. J'ai un ami avocat qui travaille souvent, qui défend des collègues, Laurent Franck Liénard, pour ne pas le citer, qui a écrit un livre qui s'appelle L'avocat de la justice, l'avocat de la police plutôt. Et il explique que quand il défend un flic à Bobigny, par exemple, dans ce département, dans le fameux 9-3, il défend un flic. Seine-Saint-Denis. Oui. La Seine-Saint-Denis, c'est le seul département français qui porte le nom d'un saint. D'accord. Donc on ne l'appelle pas le 9-3 ici, on l'appelle la Seine-Saint-Denis. Très juste, très juste.
Et il m'expliquait quand il doit être amené à défendre un policier dans cette préfecture, c'est très, très compliqué pour lui. Pourquoi ? Parce que la plupart des juges sont vraiment à gauche-gauche. Et pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'est un peu comme à l'école de police, à l'école des commissaires. On leur donne les postes par rapport les meilleurs postes, les premiers, puis après les postes, les endroits où personne ne veut aller, la Seine-Saint-Denis, c'est les bas du tableau qui récupèrent. Et les bas du tableau, bien souvent, C'est comme dans l'éducation nationale, quoi. C'est comme les profs. Oui. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, donc, c'est pour ça, on ne peut pas jeter le discrédit sur tous les juges, bien sûr, mais généralement, quand ça se passe en Seine-Saint-Denis, c'est compliqué pour un avocat de défendre un flic. Ouais. Et je crois que c'est cet avocat, Maître Liénard, à qui on demandait, puisqu'on en a parlé beaucoup avec la campagne présidentielle, C'est lui qui défend d'ailleurs le petit jeune. de la présomption de légitime défense. Et lui, il est contre. Oui. Alors, je ne me rappelle plus son argument, pourquoi il ne veut pas, parce que sinon, il faudrait que le policier ça compliquerait encore les choses pour lui de prouver qu'il était en état de légitime défense. C'est vrai. Bon, il vous expliquerait mieux que moi. J'ai pas compris. Je vous invite à l'inviter. D'accord. Parce qu'il vous explique. Ça sera avec plaisir. Oui, parce que, par exemple, dans le cas dont vous parliez, là, d'un policier qui a tiré, alors il y avait aussi peut-être une polémique sur l'arme qu'il avait utilisée, mais enfin, il sert de l'arme qu'on lui donne, puisque c'était un fusil d'assaut ou quelque chose comme ça, je crois que c'était pas une arme de poing. Et là, il n'était pas en état de légitime défense. Et il n'empêche qu'il avait peut-être des raisons de tirer. Moi, je ne me prononce pas du tout sur le cas, mais là, Je connais pas bien l'histoire. si vraiment il faut qu'il soit en état de légitimité, il tirait sur des gens qui refusaient d'obtempérer, mais qui ne le mettaient pas en danger. Alors, tiens. Oui. Donc la présomption de légitime défense, dans ce cas-là, n'a aucun sens. d'après- Ne l'aurait pas protégé, en tout cas. D'après les témoins sur place, au départ, la voiture fonce sur un de ses collègues quand même, ce qui pouvait justifier le tir. Mais en fait, il y a eu des tirs aussi sur l'arrière du véhicule. Oui, c'est ça. Là, c'est compliqué. Mais donc, Ce que vous ça dites, paraît Pierre, plus... me rappelle effectivement quelque chose qu'un ami m'avait rapporté. Il avait été témoin dans une affaire de justice où il avait expliqué que le policier qui avait utilisé une arme, en fait, n'avait pas eu l'entraînement. Je passe sur les détails puisque c'est flou dans mon esprit, mais en fait, ça revenait à cette conclusion, c'est qu'il n'avait pas eu l'entraînement suffisant pour se servir d'une telle arme, notamment pistolet automatique, fusil mitrailleur. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi pour certains policiers justement d'entraînement ? Il y a un problème de formation, de toute façon, dans la police qui C'est-à-dire, est récurrent. on n'a pas le temps de les former, ils ne veulent pas se former. Là, ils parlent de remettre la formation à 12 mois maintenant. Elle était passée à 8 mois. Et alors, ils vont la remettre à 12 mois. Donc je pense que ce sera bien. Et c'est vrai que quelquefois, bon, dans la panique un peu, on prend des armes les gens sont peut-être pas assez formés. Je vois au raid, on utilisait les armes tous les jours en stand, on tirait je ne sais combien de cartouches, c'était même pas limité au départ, on tirait les cartouches. Pour arriver à bien se tenir avec une arme, il faut tirer, je sais pas, même avec un pistolet automatique, il faut tirer au moins, je sais pas, 500 cartouches par semaine, quoi. Chose qui n'est pas possible pour le commun Je des me rappelle des avoir écrit un livre avec un de vos collègues policiers, et lui, effectivement, était un champion de tir. Oui. Et je me rappelle dans le livre qu'on faisait sur la police, il m'expliquait que le problème, c'est que les policiers devaient payer leurs cartouches pour les entraînements. C'est-à-dire qu'ils avaient 20 cartouches gratuites par an, Voilà. 20 par an. Ouais. Et quand on va au stand de tir pour tirer 20 fois sur une année, on ne doit pas être non plus C'est pas 20, c'est 30, mais... C'est 30, pardon. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Je vois quand les gars arrivent au raid, là, on les voit tout de suite, ils tirent pas bien. Ils vont commencer à bien tirer au bout de 2 mois de formation, 3 mois. Mais c'est plus eux qui payent les cartouches. Non, c'est pas. Parce que je ne sais pas combien coûte une cartouche, ça doit quand même coûter ça coûte bonbon, ça coûte quasiment 1 euro la cartouche, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, quand il faut payer vos cartouches, c'est... Oui, donc faut pas... Vous avez intérêt à progresser vite. À la limite, quand un policier ne fait pas l'usage qu'il faudrait de son arme, ça vient peut-être aussi un peu du manque d'entraînement. Bien sûr. Et puis, après, vous rajoutez là-dessus le stress.
les manipulations, parce que quelquefois les manipulations, on leur interdit de toucher leur arme quasiment, sauf au moment du tir. Donc ces manipulations, peut-être que chez lui, il peut faire des choses, mais il l'amène pas. La plupart, ils l'amènent pas chez eux, ils la laissent au service parce qu'ils veulent pas être emmerdés avec ça. Donc voilà. Alors qu'ils ont le droit maintenant de rentrer chez eux avec leur arme depuis les incidents qu'il y a eu. Ils ont le droit de rentrer chez eux avec leur arme. Mais chez eux, il y a les enfants, il y a la femme, tout ça, on a peur de... Dites-moi, professeur. Oui, moi, vous n'avez pas beaucoup parlé, professeur, aujourd'hui. J'habite pas loin d'un commissariat et c'est vrai que je vois des policiers du quartier pour qui mieux montent vous surveiller. faction avec des gilets pare-balles et des fusils d'assaut, etc. Bon, si vraiment quelqu'un était décidé à lancer une grenade dedans, je ne sais pas très bien si on arriverait à l'en empêcher. Mais comment, pour le citoyen, comment ça se passe si il se passe quelque chose, comment ça se passe on appelle la police, le service citoyen, il fait le 17. Et alors, il y a une espèce de veille permanente qui fait remonter les affaires. Il y a des groupes disponibles 24 heures sur 24. En cas d'affaires de ce genre, quoi. Mais sur les qui sortent de la compétence du commissariat de quartier, pour quoi. Parce que ses voisins font du bruit. Depuis les attentats, là, surtout depuis le 2013, il y a eu un renouvellement, il y a eu du matériel donné dans tous les commissariats. Il y a des mini-groupes d'intervention quasiment dans chaque commissariat maintenant. Ouais. Ce qu'on appelle les primo-intervenants. C'est les gens qui vont être tout de suite, parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, au Bataclan, les premiers qui sont intervenus, tout premiers, c'était les gendarmes, des militaires qui étaient plan Vigipirate, qui sont arrivés là qui avaient des armes assez intéressantes. Et la BAC est arrivée juste après. Et des gars de la BAC ont notamment demandé aux militaires s'ils pouvaient leur passer les armes pour ils ont dit non, il n'est pas question, un militaire, il n'est pas question qu'il donne son arme, enfin bref. Et les premiers intervenants, c'était des gens de la BAC, mais qui n'avaient pas le matériel adéquat. C'est ça. Oui, donc ils sont arrivés avec des pistolets qui étaient nettement en dessous. Malgré tout, il y en a un qui a réussi à tuer déjà un gars quand même sur place, donc des gens compétents, un commissaire de police notamment qui est intervenu. Et là, à partir de là, il fallait attendre le raid. Bon, ce qui se passe, c'est que bien souvent, ces terroristes-là, ils décident de mourir sur place. Et l'armée n'a pas été... Donc ils attendent. Les militaires qui étaient là ne sont pas intervenus, eux Eux, ils n'ont pas l'ordre de rentrer, donc ils ne rentrent pas. Donc on laisse les terroristes continuer d'allumer tout le monde, de massacrer tout le monde, parce que l'ordre ne vient pas. Actuellement, c'est ce qui s'est passé ce jour-là, quoi. Donc je ne sais pas trop comment ils ont traité ça, les militaires, mais apparemment, c'est ce qui s'est passé. Et donc la BAC est intervenue avec les moyens du bord. Il y a eu alerte au raid. Le raid a mis, je crois, 40 ou 45 minutes pour arriver sur place. Et la BRI aussi, qui est arrivée sur place, bien sûr. Beaucoup plus rapidement, parce que la BRI, ils sont sur Paris. Donc... C'est pour ça qu'il y a eu autant de morts, alors, parce que les autres ont continué de tirer tant qu'on ne les arrêtait pas. Voilà, à un moment, ils se sont arrêtés quand même. Il y a eu vraiment un moment un stand-by, un moment, parce qu'ils ont pris des otages, qu'ils les ont regroupés dans un endroit. Et eux aussi, ils font des pauses syndicales. Voilà. Et c'était assez... J'ai eu les témoignages, moi, de gars qui étaient... notamment des gars qui étaient sur place et puis qui se sont échappés... Un copain qui s'est échappé avec sa femme, un policier d'ailleurs, qui a réussi à s'échapper avec sa femme, qui a eu une chance incroyable, c'est qu'il a fait connaissance de l'orchestre dans le bar avant, et donc l'orchestre lui a dit, tiens, mais mets-toi devant, là, tu seras bien ici, là en bas. Donc il était un petit peu en contrebas par rapport aux autres. Et quand ça a tiré, lui, par contre, il a tout de suite compris qu'on le tirait dessus. Il y a plein de gens qui se sont relevés, qui ont regardé d'où ça venait, et puis qui se sont fait shooter. Lui, il a tout de suite couché sa femme, il a dit, on nous tire dessus, et puis il a vu le guitariste aussi qui a pris peur, et il a compris aussi. Et il me dit, quand il y a eu un moment d'arrêt, on est parti en courant, on a suivi tout le monde, bêtement. Et on s'est retrouvé dans un couloir. Au bout du couloir, il y avait une espèce de fenêtre où tout le monde sautait. Il me dit, j'ai vu le meilleur et le pire, parce que j'ai vu des gens qui laissaient passer les femmes, puis d'autres qui poussaient tout le monde pour passer les premiers. C'est de l'humain. Titanic. Voilà. Et puis, il m'a fait rire d'ailleurs, parce qu'il venait de s'acheter un blouson à 500 €. Et quand il pousse sa femme, ça se remet à tirer derrière lui, et il dit, j'espère qu'ils vont pas faire des trous dans mon blouson. Et comme quoi, on peut penser à des trucs tout à fait idiotes comme ça. Peut-être pour surmonter la peur aussi. Voilà.
Et puis moi, j'ai un de mes fils qui est rentré dans les premiers de l'équipe du RAID, qui est rentré au Bataclan. Et la vision d'horreur qu'il a eue, je crois qu'il la traînera toute sa vie, quoi. C'est les images qui restent. Il me dit, la première chose que je vois une femme qui est à genoux, qui me fait signe comme ça, il lui manque la moitié de la tête, hein. Il lui manque la moitié du crâne. On a fait une émission il y a 2 ans, peut-être 2 ou 3 ans. On a reçu ici une jeune femme, Caroline Christa Bernard, qui était un des témoins enfin, qui habitait, je crois, je me souviens bien, l'appartement qui est juste en dessus du Bataclan, enfin, qui assistait à toute la scène. Il y a même des balles qui ont atterri dans le plafond de son salon. Et qui nous a raconté un petit peu comment ça s'était passé. C'était, paraît-il, c'était réellement apocalyptique. On se souvient de cette émission. Une question que je me suis posée, c'est, on a fait le procès maintenant de l'attentat, de ces attentats, notamment du Bataclan, avec, comment il s'appelle, Abdeslam. Quel est l'intérêt de ce procès? Parce que Abdeslam, on sait qu'il s'est dégonflé au dernier moment pour se faire sauter. Tous les protagonistes sont morts. On connaît le nombre des victimes, on connaît leur motivation. À quoi ça a servi ce procès? Parce que je pense que la justice veut savoir exactement comment ça s'est passé, quels sont ceux qui tiraient les ficelles, quels sont... et puis surtout... Il y en a qu'un qui pouvait le dire éventuellement, le survivant, Abdeslam. Et surtout à quoi ça sert faire un procès qui a quand même coûté une fortune il est pour avoir quand quel même témoignage naturel de le juger. Oui, mais sur 6 mois, ça a faire duré 6 mois cette affaire. Et avec tous les parce qu'il y a témoins, beaucoup de victimes, toutes les victimes qui viennent bien sûr. dire ce qu'elles ont vécu. Mais ça, oui, mais en fait, pour aider les familles on à s'en faire... doute ce qu'elles ont vécu, c'est l'horreur, l'enfer. Oui. Pour aider les familles à faire leur deuil aussi, je crois. Les gens ont besoin d'explications. Oui. Ont besoin de savoir comment leur fils ou leur fille est morte, comment ça s'est passé. Ils ont besoin ils sont à la recherche de détails, même si des fois les détails ont été un petit peu traumatisants. Les gens veulent savoir. Les gens qui ont perdu quelqu'un comme ça, ils veulent absolument savoir quels étaient les derniers instants de la personne qu'ils ont perdue et qu'est-ce qu'il a dit éventuellement. Oui, mais ça, même Abdeslam n'a pas pu le dire parce qu'il n'était même pas là. Donc, je sais, mais... Ils veulent du fait que les survivants sont là pour apporter leur témoignage, voilà. Mais est-ce que ça on a besoin d'un procès pour ça? Bah oui, mais Les gens ont besoin de parler. Vous êtes bien obligé de le... Je veux dire, c'est... Oui, enfin, le procès d'Abdeslam, ça devait Il y a être beaucoup de fait en victimes, 48 donc heures. c'est comme une affaire compliquée. Il y a beaucoup de pièces, voilà. J'imagine même Tout le pas monde a quand même le droit d'être la hauteur jugé. du dossier Oui, que oui. ça peut être. Ça dure 100 Vu jours. le nombre de procès, victimes, c'est ça. C'est énorme. Chers amis, l'heure avance et c'est passionnant tout ce que vous nous racontez, Robert Paturel. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez été amené, ou vous, ou vos proches, à participer à des opérations à l'extérieur du territoire français? Ou est-ce que ça peut arriver, en tout cas, je ne sais pas. Ça pourrait arriver sur certaines ambassades, puisque vous avez une partie des ambassades françaises à l'étranger qui sont tenues par les gendarmes, une partie qui est tenue par le RAID. Notamment Kaboul, c'était tenu par le RAID. Et d'ailleurs, là, quand il y a eu l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul, je connais bien, moi, les ressortissants, les collègues du RAID qui ont subi cette extraction. C'était très, très compliqué. À tout moment, ils se demandaient si ça allait pas mal finir. Et donc, en effet, il y a des interventions. On peut intervenir dans une ambassade à l'étranger. D'accord. Puisque c'est considéré comme le territoire français. D'accord. À condition que le pays hébergeant accepte. Oui, c'est ça. Ouais. Ça va toujours être facile. D'autres questions, Philippe? Alors, on a beaucoup parlé effectivement du RAID, qui fait pas une partie des livres que vous avez écrits, mais vous avez aussi, et vous êtes toujours en activité, non plus pour la police et le RAID, mais vous continuez à faire des stages de formation. Ouais. Et notamment, vous avez sorti un livre qui, moi, me semble très original. Je l'ai pris pour moi parce qu'il y a des enfants dessus. Il y a des enfants dessus, voilà. Le guide du professeur. En fait, c'est vous expliquez, parce que comme tous les gens qui font de l'entraînement au sport violent et autres, la base de tout ça, c'est pour apprendre à se défendre et non pas apprendre à tuer les gens. Bien sûr. Voilà, il faut quand même le rappeler, parce que souvent, et politiquement, on renverse ça en disant que tous les gens qui font des sports violents, de combat et tout, sont tous des gens qui veulent attaquer les autres. Non. Généralement, c'est pour se défendre. Bien sûr. Et là, ce manuel, c'est un des premiers qu'on ait fait pour que les enfants apprennent, en fait, pour que les parents
puisse expliquer aux enfants comment se défendre. C'est un livre pour enfants que je conseille aux parents de lire d'abord, puisque j'explique plein de priori, choses c'est ce qu'ils font. au niveau de l'éducation. Voilà, professeur, il est pour vous. Non, mais parce que quelquefois, il y a des inquiets. Je vais vous raconter une histoire. Le champion du monde, une fois, dans un de mes collèges, il y a le directeur reçoit un coup de fil d'une maman vers 8h15, ça ouvre à 8h30, qui lui dit « Est-ce que vous pouvez m'appeler quand mon fils sera arrivé ? Parce que j'ai vu qu'il avait oublié son gilet orange, fluorescent. » C'est un garçon qui vient à pied. Et donc, elle était inquiète parce qu'il n'avait pas son gilet fluo pour marcher sur des trottoirs à pied. Oui. Donc, vous voyez, là, on est quand même à un niveau d'inquiétude. Je pense qu'il y a des dangers plus. Je pense qu'il y a 40 millions de personnes qui se baladent avec un masque. Je pense que depuis 2 ans, elle lui met 3 masques sur le nez pour se protéger. Oui, mais je pense que tout ça pour dire qu'effectivement, il y a quand même une dimension psychologique dans l'inquiétude qui fait que peut-être qu'on se prémunit contre des tas de choses qui n'arrivent jamais et qu'on est très très mal préparé. On a toujours peur pour ses enfants. À des choses qui peut-être arrivent pas souvent, mais arrivent et auxquelles on pourrait se préparer, justement. Je pense que c'est un peu l'objet de ce livre. Mais alors, en fait, c'est pour que les enfants se défendent, quoi. Dans la cour de l'école ? Non, plutôt hors de la cour de l'école. Surtout, c'est de la prévention, déjà. Comment agir je parle de la pédophilie, par exemple. J'aborde la pédophilie. J'avais peur au départ d'écrire un bouquin qui fasse... Mais pour qu'un enfant se défende face à un agresseur pédophile, c'est pas tellement physiquement par le combat. C'est plus psychologique. Ce sera par le combat si le pédophile l'attaque dans la rue, par exemple. Oui. Voilà, il y a des techniques que j'enseigne à des enfants. Par exemple, s'accrocher dans les jambes, se laisser tomber et accrocher une jambe. Et le type, au bout d'un moment, il n'arrive pas à le faire lâcher. Et finalement, il pense qu'il y a une chose, c'est à partir, le type. Voilà. Le moment où il s'accroche à ses jambes et il crie. Voilà. Il crie, il appelle les gens autour, et il crie. Bon, ça, c'est une technique comme une autre. Un truc. Voilà. Par exemple, je donne ces histoires de code. Quand quelqu'un qui n'est pas de la famille vient chercher le fils à l'école, ou la fille, on lui donne un code. On lui dit Charlemagne, par exemple. Le gars, il arrive à l'école, il va chercher le petit machin, et le petit, il sort, il dit, mais vous avez le code ? Il n'a pas le code, il n'emmène pas le gosse, quoi. Il y a des choses comme ça, des choses toutes bêtes à faire avec les gamins. C'est un livre utile. Ensuite, la pédophilie. Qui est édité par de l'Alpha ? La Non, pédophilie. l'atelier faut le faire. Atelier, il faut le faire. La pédophilie, souvent, ça touche le cadre familial. Hein, c'est le tonton, machin, le grand-père, les voisins, les amis proches. Voilà. Déjà, cette partie-là. Parce que la partie, le pédophile qui attaque dans la rue, bon, bah, mis à part se défendre physiquement et crier et faire ce qu'il faut, il n'y a pas d'autre. Je ne pense pas qu'un gamin de 6 ans, il va mettre KO un bonhomme constitué. Donc, voilà. C'est surtout de la prévention, à faire attention à certaines choses. C'est un livre à recommander à tous les parents. Voilà, puis Chers amis, il y a toutes sortes de choses, il est très pratique et très... Professeur, vous très n'avez pas lisible. beaucoup parlé pendant l'émission, mais c'est pas maintenant que vous allez commencer. Voilà. Alors non, parce que l'émission va bientôt arriver à sa fin. Et d'abord, je voudrais remercier Robert Paturel de nous avoir éclairé sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'événements. Il y en a eu beaucoup d'autres, hein, on aurait pu parler aujourd'hui. Enfin, c'est comme ça, c'est une occasion pour revenir, à l'occasion d'un prochain livre. Il faut demander à l'éditeur, peut-être qu'un jour ou l'autre, il y en aura un autre de prévu. C'est d'abord je crois que vous avez un site internet aussi. Vous tapez Robert Paturel sur Internet et vous allez arriver sur Robert Paturel, site officiel. Et là, vous présentez non seulement vos livres, mais vos conseils, les stages que j'encadre et tout ça. Voilà. Donc, ceux qui seraient intéressés, évidemment, il suffira de consulter le site Robert Paturel sur Internet. Et puis, j'espère que le livre Mémoire du RAID, édité aux éditions de Alpha, vous pourrez vous disponible sur le site francefille.com. Voilà, exactement. Allons-y. N'ayons pas peur. Sera largement diffusé, on apprendra beaucoup de choses. Il y a tous les livres de Robert Paturel disponibles, d'ailleurs. Merci Robert Paturel, merci à Philippe, vous, merci monsieur le professeur. Merci pour l'accueil. Et à la prochaine émission, on parlera un peu plus, hein, vous aurez 1 minute de plus. D'accord. À très bientôt. Au revoir.